Alors, qu'est-ce que la mode africaine? Je dirais que ça peut faire référence à plusieurs choses. Là, comme ça, j'ai envie de te dire que, voilà, la mode africaine, c'est la mode qui va faire référence à des savoir-faire, à des modes et des traits spécifiques, donc inspirés de différentes cultures africaines. Mais la mode africaine, ça peut aussi faire référence à une posture. Donc peut-être qu'on dirait de la mode à l'africaine, je sais pas. Donc c'est une posture un peu liée à des notions de proximité, de fraternité, d'authenticité, de partage, etc. Donc ouais, c'est un petit peu ça que ça m'évoque, la mode africaine. À la fois du coup, voilà, des traits très spécifiques liés à l'utilisation de matériaux traditionnels, de savoir-faire traditionnel, etc. Mais également à une posture. D'autre part, c'est pas pour autant forcément lié à une région également. C'est-à-dire que pour moi, la mode africaine a complètement sa place à l'international. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Solange Hébert-Mekonchou. Solange est la fondatrice de la marque Collection Versatile, dont le concept est particulièrement original puisqu'il est associé à sa passion du voyage dont elle va nous parler. Elle va aussi nous parler de ses ambitions de produire une collection Made in Africa. Je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle puisse nous parler de son parcours et de ses ambitions pour les années à venir. Bienvenue Solange, je suis ravie de te retrouver pour enregistrer cet épisode. Comment vas-tu ? Hello, écoute, je suis ravie de participer à cet enregistrement aujourd'hui. Je m'appelle Solange, j'ai 27 ans, je suis d'origine camerounaise et je suis donc la fondatrice de Collection Versatile. À côté de ça, je continue de faire un peu de conseils en gestion de projet informatique, mais c'est vraiment ma passion du coup pour le prêt-à-porter et pour le voyage qui m'ont amené à développer cette marque. Et donc du coup, comme tu le disais, Collection Versatile, c'est une marque de vêtements modulables et transformables pour les voyageuses, que je qualifie également d'éthique et de responsable dans la mesure où j'ai un business model inclusif qui va consister à collaborer avec des chantiers d'insertion ou avec des coopératives d'artisans. Et la partie responsable, ça va être sur le fait de donner de mon temps ou de donner de l'argent à des associations qui ont pour vocation d'accompagner les femmes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Ok, super. Merci pour cette introduction. Moi, j'ai envie de revenir sur un point par rapport à ce que tu vas nous partager. C'est que là, aujourd'hui, en fait, du coup, tu as deux activités. Tu fais de la gestion de projet informatique et tu gères une marque de mode. Comment fais-tu ? Absolument. Alors c'est pas simple. J'ai aussi une asso. Lorsqu'on s'était rencontrés, j'avais pu te parler de ça. Donc qui s'appelle OGEDA, l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable en Afrique. Et donc du coup en fait, je gère ces trois activités de manière
très, très organisée parce que sinon je pourrais pas le faire. Et en fait, ce qui me fait tenir aussi, c'est que c'est un fil directeur. Enfin, c'est-à-dire que les 3 activités ont l'air différentes comme ça, mais elles sont complètement alignées avec ma vision des choses et avec à la fois la femme que je veux devenir et les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et donc voilà, pour répondre directement à ta question sur comment je fais, je pense que c'est premièrement beaucoup d'organisation. C'est-à-dire que je sais que de telle heure à telle heure, je bosse sur Versatile, de telle heure à telle heure, je bosse pour mon client. Et tel jour, par exemple, je me consacre à 100% à l'organisation d'événements pour mon asso. Donc la clé numéro 1, je dirais que c'est l'orga. La clé numéro 2, je dirais que c'est l'équipe. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à en avoir conscience parce que je suis plutôt solopreneur. J'ai l'habitude de tout faire toute seule. Mais le fait d'avoir une équipe dédiée dans chaque activité, ça change pas mal de choses. Donc, je sais que j'ai mes alternantes, par exemple, et les différents partenaires pour Collection Versatile. Je sais que pour mon job, j'ai mes collègues de travail. Et pour Ojeda, du coup, mon association, j'ai aussi une équipe qui va m'aider à développer les différentes activités. Donc, voilà les 2 mots-clés, je dirais. Très bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Est-ce que je peux te demander du coup comment tu as réussi en fait tu l'as déjà un peu abordé en disant que tu t'appuyais sur une équipe, mais comment est-ce qu'à un moment donné tu as intégré en fait, je dirais, ces 3 piliers dans ton organisation de vie? Parce que je trouve que quand on est dans un environnement, on va dire français, occidental, on a tendance à nous dire, bah voilà, t'es chef de projet informatique, bah c'est ta principale mission. Tu peux éventuellement avoir comment dire, une passion à côté, mais c'est vrai qu'on a tendance à envisager une carrière comme quelque chose de, voilà, vous êtes sur des rails, vous avez un seul job et basta. Toi, est-ce que c'est très naturellement que tu as commencé à te dire que tu allais gérer les 2 et puis les 3, ou est-ce que ça a été compliqué d'arriver à cet équilibre aujourd'hui où, certes, la charge de travail est importante, mais tu as trouvé ton équilibre en t'organisant. Voilà. Est-ce que cette réflexion d'avoir comme ça 3 piliers, c'est quelque chose qui est venu naturellement pour toi, ou est-ce que ça a été compliqué en fait d'en arriver à cet équilibre? Ouais, c'est une excellente question. Je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps de prendre ce recul et de me poser cette question, mais je pense que ça a été très naturel. Moi, de base, enfin, j'ai pas eu de diagnostic ou quoi, mais je pense que je suis plutôt hyperactive. Donc, ça veut dire que je me sens mal lorsque j'ai pas quelque chose à faire et lorsque je suis pas occupée. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est complètement lié à ma personnalité. L'autre chose, c'est que je ne peux pas. Bon, après, je suis quand même un produit, voilà, de l'éducation nationale française. J'ai fait mon lycée en public, ma prépa, mon école de commerce, etc. Mais j'ai toujours eu, voilà, cet instinct de vouloir faire ce que je veux. Donc ça peut paraître très capricieux dit comme ça, mais je peux pas concevoir l'idée de donner 12 heures de mon temps à une entreprise qui n'est pas la mienne, à une vocation ou un rêve qui n'est pas le mien. Et donc par principe, en une journée, il faut absolument qu'il y ait des heures dédiées à mon bien-être, des heures dédiées à mes projets et à mes rêves, et éventuellement des heures dédiées à une cause qui n'est pas la mienne, à une entreprise qui n'est pas la mienne. Donc, je pense que c'est un peu cette mentalité-là qui m'a poussée, on va dire, qui m'a encouragée à faire tout ce que je fais aujourd'hui, et c'est ce qui contribue également à mon équilibre. Parce que si j'étais seulement à fond dans mon job en CDI, je pense que je serais la plus triste du monde. Et d'un autre côté, si je serais à 100% sur Collection Versatile, je ne serais pas la plus triste du monde, mais je pense que, je sais pas si je déborde un petit peu, mais l'aventure entrepreneuriale, elle est très très compliquée. Surtout quand on est seul au début, elle est très compliquée, elle est très challengeante, et le fait de garder un équilibre, sans pour autant parler d'équilibre financier, je sais pas, ça me permet de changer d'environnement, de changer de problématique, et voilà, c'est des domaines qui sont tellement différents. Passer d'une réunion où je te parle de serveurs et de flux ou de je sais pas quoi, et juste après passer une réunion pour créer la collection ou discuter avec les modélistes, ça contribue vraiment à mon équilibre mental et de vie dans la vie, de manière générale. Ok, alors tu ne débordes pas du tout. Moi, je trouve ça Ok. voilà, extrêmement intéressant que tu puisses explorer tout ce qui te vient quand je te pose des questions. Donc, en tout cas, je trouve ça super intéressant que tu puisses partager ça parce que moi, je sais que parfois, quand on décrit son profil et quand on dit qu'on a toutes ces activités, il y en a qui peuvent dire non mais attends, faut que tu choisisses en fait. Là, t'es quelqu'un d'éparpillé.
Et en fait, non, pas forcément. C'est juste qu'on peut juste être multidimensionnel et avoir plusieurs projets, missions dans lesquelles on s'épanouit. Et du coup, je trouve ça intéressant de mettre en avant ce type de profil-là. Surtout que je pense que les jeunes générations, de plus en plus, elles vont devoir réfléchir comme ça et se dire, faut que j'ai, voilà, 3 missions, 3 jobs, 3, enfin 3 plus ou moins, mais en tout cas de pouvoir envisager les choses en étant pluriel. Donc je trouve ça super intéressant. Ce sur quoi j'ai envie de revenir, c'est du coup tes études. Ouais, complètement. Alors, désolée, ça me fait rire parce que du coup, je pense à une anecdote. C'est-à-dire que moi, ma mère, voilà, on connaît les mamans africaines, elle a toujours voulu que je sois médecin, que j'allais faire des études dans la médecine, etc. Donc, elle voulait que je fasse un bac S. Ça me parlait pas du tout. Donc de base, c'était un peu dans son dos que me suis lancée en ES, en économique et sociale. Ça me parlait beaucoup plus. Donc voilà, je passe mon bac ES. Ensuite, j'ai fait mon école en banlieue, donc avec tous les stéréotypes et les désavantages qui vont avec, et les professeurs qui croient pas forcément dans leurs élèves et dans leurs compétences. Donc moi, je sais que j'oublierai jamais ça, mon prof d'histoire qui me disait mais va en BTS ou fais ce que tu veux, mais va pas en prépa, tu tiendras pas le coup, etc. Et je pense que pour lui prouver et pour me prouver à moi aussi que j'étais capable, je suis allée en prépa. Ça a vraiment été compliqué parce que du coup j'ai été confrontée à ce gap de, les lycées à Paris et les lycées en banlieue, c'est vraiment pas la même chose. Donc j'ai dû travailler 4 fois plus que les autres, mais voilà, au bout de mes 2 ans de prépa, j'ai quand même eu mon école de commerce. Donc j'ai intégré Schema Business School en 2016. Et puis après, voilà, j'ai toujours été intéressée par la partie, les associations, les engagements sociaux et solidaires, mais je ne savais pas forcément quel terme mettre dessus. Donc c'est comme ça qu'en école, j'ai redécouvert Enactus, qui est une association justement qui accompagne les étudiants du monde entier dans le développement de projets impact. Donc c'est des projets qui sont directement liés aux 17 ODD, donc les 17 objectifs du développement durable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager et à créer, comme je te disais, j'aime bien faire ce que je veux, à créer mon association pour faire mon tour du monde en 2018 parce que voilà, je voulais aller explorer les différents projets d'entrepreneurs sociaux dans le monde. Donc j'ai fait ça pendant une année de césure, puis après j'ai fini mes études aux États-Unis. Là pour le coup, voilà, j'aime pas rester dans un domaine précis. Donc je me suis plutôt spécialisée dans la gestion de projets et de programmes parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc voilà, j'ai commencé par la gestion de projets associatifs, puis du digital, et aujourd'hui je fais surtout de l'informatique parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et juste pour terminer du coup sur mes études, une fois que j'ai terminé mon master, j'ai fait une année au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, pour commencer à développer mon projet. Parce que même si collection versatile, du coup, j'ai eu cette idée en rentrant de mon tour du monde, j'ai pu le développer seulement à la fin de mes études. Voilà, j'ai toujours voulu développer un projet entrepreneurial et lier l'aspect social et solidaire. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, surtout que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de marques qui faisaient des vêtements modulables, réversibles, etc. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Très bien, c'est super inspirant ce que tu racontes. Donc, ce sur quoi je voudrais revenir, du coup, c'est et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, ton projet entrepreneurial, ton projet associatif, ce sont des choses que tu as commencé pendant tes études, en fait, donc qui remontent à très tôt dans je dirais, la définition de ta carrière, en fait. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça en tête. Comme quoi, parfois, on dit non, mais on sort des études, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, donc on prend le premier job. Et toi, on sent que il y a une volonté forte qui te guidait dès le départ. Donc est-ce que tu peux revenir sur le point de l'année césure, la création d'une association et le tour du monde, en fait? Ouais, complètement. Alors, j'étais arrivée à un stade où il fallait que, voilà, on devait tous trouver des stages, etc. Moi, ça me chauffait pas trop. Et donc, j'ai trouvé ce moyen de faire mon stage dans ma propre structure. Aujourd'hui, j'en rigole, hein, mais c'est vrai que cette anecdote-là, elle illustre assez bien ma personnalité et ma détermination à trouver
des get around, tu vois, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai créé Erega. Donc, c'est une association qui avait pour vocation de sensibiliser les étudiants au développement durable et voilà aux enjeux des 17 ODD. L'objectif, c'était de rendre un petit peu cette thématique-là sexy. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est dit, ok, pourquoi pas faire un tour du monde, parce que voilà, tous les jeunes aiment voyager, et l'objectif c'est vraiment de à la fois découvrir des thématiques de développement durable, mais également de mettre en avant des entrepreneurs qui agissent déjà concrètement, peu importe leur échelle et peu importe les moyens qu'ils ont à disposition. C'est vraiment ça l'objectif. Et le message aussi que je voulais faire passer à l'époque, parce que j'ai fait ce tour du monde, j'avais 20 ans, 21 ans, c'était aussi de dire que voilà, on est dans une machine où à la sortie, on nous encourage vivement à intégrer une boîte du CAC 40, à devenir cadre, etc., à faire carrière. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que les alternatives sont possibles. Faire de l'argent, avoir de l'impact, c'est aussi possible. S'engager dans un projet qu'on aime et qu'on crée de A à Z, c'est possible. Donc c'est comme ça que j'ai créé un parcours. Enfin, on était deux, un caméraman, vidéaste et moi-même. Et donc, on a mis en avant une thématique de développement durable dans chaque pays. Donc, on a commencé par le Tour de France. Donc, on voulait faire un peu un prototype, on va dire, de ce tour du monde-là. Ensuite, on allait au Maroc sur la thématique des ENR, donc les énergies renouvelables. Ensuite, on a fait Sénégal-Cameroun sur la microfinance et l'empowerment des femmes entrepreneurs. Ensuite, après Cameroun-Sénégal, on est allé en Inde sur la thématique de la permaculture, puis en Chine sur la thématique de l'économie circulaire. Ensuite, on a fait plus d'un mois et demi aux Philippines sur les villages solidaires, Équateur écotourisme, Brésil habitat durable et États-Unis, qu'est-ce que c'était? Les B Corporation. Waouh, impressionnant. Bravo d'avoir mis tout ça en place. Du coup, en fait, moi, je pense que cette expérience-là, de l'avoir fait aussi, alors que tu étais assez jeune, c'est clair que ça te donne une expertise, certes pas professionnelle au sens avoir travaillé pour une boîte du CAC 40, mais du coup, c'est tout aussi formateur en fait. Quelque part, quand on a ça en tête dans ton parcours, de comprendre qu'aujourd'hui, tu as 3 activités, ben, on se dit, bah, ça doit être facile pour toi en fait. Donc, ok. Du coup, c'est pendant ce voyage que te vient l'idée de collection versatile. Est-ce que du coup, tu peux expliquer expliquer peut-être vraiment concrètement le problème que tu voulais résoudre avec cette collection? Bien sûr. Alors, comme je te le disais, on a fait 7 mois en sac à dos pour visiter 10 pays. Et le truc, c'est que dans chaque pays, on avait des activités très différentes. Parfois, c'est du loisir, mais d'autres fois, c'était des rendez-vous pro, des interviews, etc. J'avais un sac de, je sais plus, je crois que c'était un 50 litres qui pouvait aller jusqu'à 80 litres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je portais les affaires des deux personnes, donc de moi et de la personne qui m'accompagnait, parce que lui, du coup, il avait tout le matériel vidéo, photo, trépied, etc. Et très très rapidement, enfin vraiment au bout du premier pays, je pense, on s'est rendu compte que premièrement nos vêtements n'étaient pas super adaptés. En fait, c'était pas optimisé. On peut pas avoir un vestiaire pro et un vestiaire perso pour ce genre de périple. Il faut optimiser. Donc voilà, au fur et à mesure, je me détachais de certains vêtements, j'en achetais d'autres, j'utilisais beaucoup de foulards et de pagnes. Donc parfois tu les mets en jupe, parfois je les transforme en sac, parfois je les mets en haut. Enfin c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis oui, hein, comme j'aime bien le dire lorsque je présente Collection Versatile, à ce moment-là, je rêvais vraiment d'une tenue un peu magique, qui puisse se porter en toutes circonstances, qui puisse alléger mon sac à dos sans pour autant compromettre ma garde-robe et les différents outfits. Donc à ce moment-là, je sais pas forcément quelle forme ça allait prendre. Donc voilà, je finis mes études, etc. Et c'est à la fin du coup de mon master, et il s'avère qu'on était en plein Covid, que je me suis dit bon, autant prendre ce temps-là pour essayer de créer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir
au début à une tenue 8 en 1, 5 en 1, etc. Donc j'ai pu commencer à designer comment dire, des vêtements du quotidien au final, hein, parce que en termes d'esthétique, c'est plutôt intemporel et commun, mais à commencer à mettre, à les rendre réversibles ou à mettre des zips au niveau des coudes ou au niveau de la cuisse pour que les vêtements puissent se porter de longueurs différentes. Il y a aussi une capsule qui fonctionne très bien, la collection Magic, qui est inspirée, enfin dont le pantalon notamment est inspiré des pantalons de pêcheurs thaïlandais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé le patron. Donc j'ai optimisé le patron pour te permettre de le porter, pour que tu sois plus à l'aise lorsqu'il est en combi, pour que tu sois plus à l'aise lorsque tu le portes en mode jupe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un pantalon que tu peux porter peut-être de 8 manières différentes en fonction des morphos, certes, mais ça te laisse pas mal de marge de manœuvre. Donc voilà un petit peu enfin le constat, c'était que voilà, le sac à dos, premièrement il est trop lourd, deuxièmement les vêtements ne sont pas du tout optimisés, et tu sais à ce moment-là, aujourd'hui aussi, le vêtement qu'on connaît bien, ça va être, tu sais, le pantalon de randonneur 2 en 1 chez Decathlon, mais le truc c'est que c'est pas forcément sexy. Et mon challenge, c'était vraiment de rendre ces vestiaires modulables, minimalistes, élégants et confortables. Super. Et du coup, toi, tu avais comment dire, parce que à un moment donné, tu évoques le fait d'avoir changé le patron. Donc, toi, tu avais des compétences en modélisme, en stylisme, quand tu te lances dans ce projet-là. Franchement, non. Non, non, non. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère. Voilà, c'est une petite activité comme ça qu'on avait toutes les deux. Et enfin voilà, faut dire ce qui est aussi. Le vêtement, c'est une partie quand même intégrante et importante de notre quotidien. Donc c'est comme ça que je me suis initiée à la couture et au textile. Et après, je me suis formée. Je me suis formée, formée, c'est un gros mot. J'ai pas un grand mot, pardon. J'ai pas refait des études dans le stylisme ou quoi que ce soit, mais tu sais, je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Je suis pas mal autodidacte sur plein de trucs comme ça. Donc j'ai essayé de comprendre. Au début, je découpais des patrons, tu sais, sur une feuille A4. Hein, c'était tout bête. Et je faisais comment dire, des prototypes. Euh, Pas grandeur nature, mais format Barbie en tout petit pour voir ce que ça pouvait rendre. Et en fait, une fois que j'avais ça, parce que je sais que j'ai pas les compétences et que j'ai pas l'expertise, j'allais voir une styliste, une amie qui était dans ces études-là, pour lui dire ok, voici mon projet, est-ce que tu peux me faire un vrai proto pour qu'on puisse voir comment peut-être lancer une collection, etc. Donc ça a été un peu ça le process. Donc j'ai commencé à m'initier dans ma vie perso. Quand j'ai vu que mon projet commençait à devenir sérieux, j'ai commencé à me former en ligne pour voilà savoir comment est-ce qu'on fait une collection, savoir comment designer un produit, etc. Et une fois que moi-même, parce que c'est important pour moi de comprendre comment ça fonctionne, mais pas pour autant d'être experte. Donc une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est là du coup que je suis allée toquer aux portes de différents stylistes pour professionnaliser le projet. Et puis après, voilà, je vais voir l'atelier je montre mon prototype, je leur explique ma vision et on lance les productions ensemble. Donc c'est un peu ça le cheminement, mais de base, j'ai absolument pas de diplôme en modélisme ou quoi que ce soit. Ok, très bien. Mais après, voilà, encore une fois, pour moi, c'était plus pour savoir si tu avais des compétences, pas tellement le diplôme, parce que parfois, il y a des gens, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont appris par eux-mêmes. T'as raison. Après, ce que j'aime dans ce que Ouais. t'expliques, c'est effectivement, tu as ce côté autodidacte et que tu as d'abord habillé des Barbies, mais du coup, tu as fait ce chemin-là de faire des prototypes pour tester la réalité en fait du concept avant d'aller le concrétiser du coup pour le coup avec une professionnelle. Donc c'est assez intéressant de voir ton cheminement de pensée et ta manière de faire. Et du coup, une fois, j'imagine que tu travailles avec cet ami styliste et que vous avez les premiers prototypes. Toi, tu décides comment se fait le passage à voilà, là je vais. Est-ce que tu te dis que tu vas faire un pop-up? Est-ce que tu te dis que tu vas ouvrir une boutique physique ou un site internet? C'est quoi les étapes d'après pour créer Collection Versatile? Ouais, alors à ce moment-là, bon, moi, comme je te le disais, voilà, j'ai eu la chance de faire une école de commerce, etc., et d'être passionnée assez tôt par l'entrepreneuriat. Ça veut dire que toutes les méthodes du type design thinking, business model canvas, value proposition, etc., je connaissais déjà. Donc en fait, j'ai progressé de manière très méthodique, en tout cas d'un point de vue business, pas d'un point de vue créa, mais d'un point de vue business. Et donc j'ai d'abord
tester le marché. Ça veut dire que j'ai fait en fin 2021 un Versatile Christmas Market, donc un marché de Noël en ligne, où je faisais de la précommande. Ça veut dire que j'avais fait quelques vêtements, j'avais montré les différents concepts et j'ai dit donc voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous souhaitez en précommander un, et cetera. Et c'est comme ça en fait que j'ai testé mon marché et que j'ai vu que ça fonctionnait et que j'ai vu quel produit attirait plus quelle personne. Mais à ce moment-là, j'avais aucune production. C'est vraiment juste pour voir si ça allait fonctionner ou pas. Donc j'ai mes précommandes, j'ai fait mes productions. Et en fait, avec cet argent, donc j'avais l'argent à la fois pour créer, pour faire produire les précommandes, et j'avais un reste aussi, sans parler du fait que j'ai mis énormément d'argent de ma poche, parce que du coup, je fonctionnais en capitaux sur fonds propres, pardon. J'ai pu me lancer, voilà, dans des capsules. Donc, par exemple, je gardais les mêmes patrons, mais changeais de tissu. Et comme aussi dans mon business model, il y a cette partie où je vais récupérer des fins de rouleau et des invendus, tu sais, chez des stockeurs. Donc, à chaque fois, je ciblais donc les modèles qui fonctionnaient le mieux et je proposais de nouveaux motifs, de nouveaux tissus, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai d'abord testé le marché sans stock. Et puis après, j'ai mis en place un système de précommande. Et en fait, ces précommandes-là me permettent à la fois donc d'avoir un peu de cash pour produire ce qui a été précommandé et pour aussi produire un peu de stock. Donc c'est comme ça que je fonctionne jusqu'aujourd'hui. L'objectif d'après étant quand même d'avoir suffisamment de financement. Maintenant je sais que le concept il fonctionne et qu'il y a de la demande, d'avoir suffisamment de financement pour passer à l'étape d'après et d'industrialiser un petit peu le modèle. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, au niveau de tes précommandes, est-ce que c'est, il y a 6 fois par an où tu annonces que c'est voilà la période des précommandes, ou est-ce que à n'importe quel moment de l'année, on vient sur ton site et on peut passer une précommande? Non, c'est plutôt, comme tu disais, c'est l'option 1, c'est plutôt ciblé, parce que du coup, même si je travaille avec des petits ateliers, il leur faut quand même des minimums de quantité. Donc, je fais des campagnes de précommande, admettons, pendant, je sais pas, 4 semaines. Vous pouvez précommander et dans un mois et demi, je vous livre vos produits. C'est plutôt comme ça. Je sais que pendant un moment, je mettais la possibilité de commander, toute l'année. Je mettais bien que mes produits étaient en précommande et que la commande allait être inclue à la prochaine production. Mais il y avait beaucoup de mauvaises compréhensions, etc. Donc il y a des personnes qui pensaient recevoir leurs vêtements bientôt, alors qu'en fait la production n'était même pas encore commencée. Et donc j'ai décidé d'arrêter ça et vraiment de faire que des campagnes précises de prévente. Ok. Et du coup, des campagnes aujourd'hui, t'as quel rythme par an? J'en fais à peu près 4. Ok. Ouais, à peu près 4 par an. Et aujourd'hui, tu dirais que sur ton sur collection versatile, donc tu parlais tout à l'heure de la prochaine étape qui est l'industrialisation. Aujourd'hui, tu es sur un business Ouais. model qui est rentable, qui est sain. Oui, 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 oui. Comment dire? Au début, je me faisais une marge très, très petite. Aujourd'hui aussi, elle est pas énorme, mais ça fonctionne plutôt bien. Je sais qu'en 2023, j'ai fait beaucoup d'erreurs d'investissement. Donc c'est un peu ça qui est venu compromettre, on va dire, mon bilan. Mais mis à part entre guillemets ces erreurs d'investissement, l'activité de vente production elle-même est rentable. Bah bravo, je te félicite. Et Merci. du coup, est-ce que tu serais OK pour nous partager ce que tu appelles des erreurs, peut-être une ou celle avec laquelle t'es confortable pour le partager? Ouais, complètement. Alors, par où commencer? J'ai fait pas mal d'erreurs. La première erreur, je pense que c'est d'avoir voulu griller des étapes. C'est-à-dire que je connaissais mon audience, je connaissais ma cible et en fait, j'ai voulu travailler avec une influenceuse qui a un certain nombre d'abonnés et payer un gros prix. Enfin, je peux être transparente sur le prix vu que je parlerai pas de l'influenceuse. Elle me demandait 9 000 € pour comment dire, pour la création de contenu, de la promotion, etc. Et pour également être, me prêter son image, entre guillemets, pour une capsule. Et en fait, j'avais fait un prévisionnel
qui me permettait de dire que, OK, 9 000 €, c'est OK parce que je sais qu'après je vais en avoir pour mon argent. Que nenni. Ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Donc du coup, j'ai clairement perdu, 9 000 € parce que je pense que j'ai pas été assez, assidue, et comment dire? Attentive sur sa cible à elle et sur son taux de conversion à elle. Ça a été ma première erreur de vouloir tout de suite bosser avec des grosses influenceuses alors que je pense que mon business model n'était pas prêt et moi-même en tant qu'entrepreneuse, je pense que j'étais pas assez mature. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'en parallèle, l'atelier avec lequel je voulais collaborer, parce que ça aussi, c'est une erreur, je pense, de vouloir faire des changements dans des moments aussi critiques. Ça veut dire que voilà, ça fonctionne bien. J'ai envie de prendre un risque en mettant tous mes œufs dans le même panier. Voilà, je ne recommande pas du tout, mais je souhaite prendre ce risque en mettant tous mes œufs dans le même panier sur une même influenceuse. Et en parallèle, je change d'atelier. C'est clairement pas recommandé. Là, avec du recul, je trouve que c'est absurde. Mais je me suis dit, ok. C'est la nouvelle étape d'après de collection versatile. Je vais passer à un atelier qui est un peu plus professionnel, donc que mes chantiers d'insertion ou que mes coopératives d'artisans. Et il s'avère du coup que avec cet atelier-là, la communication ne passait vraiment pas. Donc ils sont très professionnels, ils sont très experts dans ce qu'ils font, mais ils ont l'habitude de bosser avec des plus grosses marques. Donc ça veut dire que il y avait pas la proximité que je souhaitais, il y avait pas l'accompagnement que je souhaitais, les délais n'ont pas du tout été respectés. Et même moi, ma posture en tant qu'entrepreneur n'était pas la bonne. Et donc tu conjugues cette mauvaise communication. C'est pas de l'entente, hein, parce qu'on s'entend très bien, mais tu mets cette mauvaise entente avec l'atelier, ce nouvel atelier, avec ce flop avec l'influenceuse, plus en parallèle le fait que j'avais investi dans un accompagnement d'une consultante pour, tu sais, parce que je voulais rebrander la marque. En fait, les trois devaient aller ensemble pour me permettre de générer un certain chiffre et de passer à l'échelle. Mais les trois, en fait, étaient erronés, on va dire, de base. Et j'ai échoué dans les trois. Et donc, du coup, enfin, je suis encore endettée de chez certains prestataires parce que j'ai pas pu les rembourser vu que rien ne s'est fait. Mais si on fait la somme de tout, on est à 10, 15, on est facile à 18 000, 20 000 € d'investissement dans le vent, tu vois. Donc voilà, les erreurs 2023. Donc parfois, si je tire une leçon de tout ça, c'est d'aller à son rythme. Ça sert à rien quand tu vois autour de toi qu'il y a des personnes qui scalent super rapidement, etc. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas la même structure de business, et que quand tu as un business model qui fonctionne, aussi petit soit-il, il faut rester là-dessus en fait. Tant que t'es pas certain que le business model, on va dire 2.0, fonctionnera, ça sert à rien de créer des étapes et d'aller directement dans ta zone d'inconfort alors que ta zone de confort elle fonctionne bien, encore plus quand il y a de l'argent et ton argent en jeu. Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ta confiance et je te remercie de partager tout ça parce que je pense que ça peut aider énormément d'entrepreneurs. Après, je dirais que voilà, tu parles de fail, tu parles d'erreurs. Moi, je pense que ça fait partie du parcours de l'entrepreneur de tenter des choses et il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Donc c'est pas des erreurs en soi. Travailler avec un influenceur, être accompagné par un consultant pour pour faire évoluer ta marque, changer d'atelier pour aller vers pour changer de dimension, ça paraît être des steps qui sont cohérents. Après, l'accumulation des trois, et c'était peut-être un gros challenge, mais je dirais que aujourd'hui, de ces mésaventures, tu as énormément appris et tu procéderas certainement pas de la même façon. Je pense que demain, si tu dois changer d'atelier, tu vas lui donner juste une partie de la collection ou tu vas tester une campagne avec lui. Un influenceur, tu vas faire déjà un test sur une campagne, un produit pour voir si ça prend ou pas. Donc effectivement, ça c'est des choses. Mais
En général, ceux qui ont la bonne réponse, c'est parce que voilà, ils ont tenté une fois, ça n'a pas marché, donc maintenant ils savent comment faire. En tout cas, je pense que t'as énormément appris de cette période-là, et aujourd'hui, en 2024, t'es armé pour pouvoir, appréhender les choses de manière totalement différente, avec beaucoup plus de précision en fait dans tes choix, dans tes prises de décision stratégiques. 100%, ouais, ça c'est clair. Et toi, du coup, par rapport, fort de cette expérience-là, aujourd'hui, collection versatile, c'est quoi les enjeux pour toi? Quels sont les next steps, en fait, que tu as envie de passer avec cette marque? Ouais, complètement. Alors là, je suis en train de bosser du coup sur ce Versatile 2.0 dont je te parlais. Et en fait, enfin, en gros, le gros changement de de ce business model-là, ça va être l'industrialisation, parce que j'ai vraiment pas envie de passer à l'échelle. Donc il y a ce premier challenge, il y a le challenge aussi du Made in Africa. Parce que enfin, je pense que j'aurai aussi l'occasion d'en parler, mais ma vision à long terme, c'est que Collection Versatile soit une marque Made in Africa, pour des raisons personnelles, pour des raisons économiques également, de créer de l'emploi, etc. Donc là, je vais commencer déjà à faire un premier pas dans cette vision, en allant au Cameroun, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut créer une capsule sur place, donc voir comment est-ce que ça fonctionne, la création de modèles, la partie industrialisation et éventuellement. Donc ça, c'est un autre challenge. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, j'ai aussi un challenge B2B, parce qu'actuellement, j'ai un modèle 100% B2C. Et j'aimerais bien peut-être avoir des distributeurs un petit peu partout, à commencer par la France, bien entendu. Et également avoir des vêtements, parce qu'aujourd'hui, je suis en 100% en ligne. Donc, j'ai pas de pop-up, j'ai pas de... Enfin, pop-up, en tout cas, ils sont éphémères, mais j'ai pas de boutique, etc. Et donc, le troisième challenge, je pense que ça serait de faire vendre, enfin, d'avoir quelques distributeurs en France. Ok, super. Écoute, en tout cas, on sent que la vision, elle est claire, et on peut que te souhaiter plein de réussite dans toutes les initiatives que tu vas entreprendre. Du coup, moi, l'un des sujets sur lesquels j'aimerais avancer avec toi, vu que, comme tu le sais, le podcast s'appelle Africa Fashion Tour, et du coup, ça m'intéressait de prendre le temps de bien comprendre quel a été ton parcours pour pouvoir développer Collection Versatile. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est que tu nous parles, du coup, de ton engagement à créer une collection Made in Africa, et cette volonté de d'aller dans cette direction-là, puisque on pourrait se dire, vu les déconvenus que tu as pu avoir déjà à développer ta collection aujourd'hui en France, le challenge du Made in Africa, c'est encore un niveau de complexité qui est différent. Et toi, c'est quelque chose auquel tu tiens énormément. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cet engagement? Bien sûr. Alors, je vais commencer par quelque chose peut-être de très prétentieux, mais je crois vraiment en collection versatile, et j'ai la conviction que collection versatile sera la marque de référence de vêtements modulables pour les voyageurs et les voyageuses. Parce qu'actuellement, je fais des vêtements pour femmes, et plus tard, j'aimerais aussi faire des vêtements pour hommes. Et en fait, je suis tellement motivée à tirer cette marque vers le haut que j'ai envie aussi d'embarquer mon continent dans ce succès-là. Donc voilà, tout à l'heure je te parlais de prétention parce que j'y suis pas encore, mais j'ai envie d'y arriver. Et pour moi, en fait, ça fait complètement sens pour des raisons très personnelles. Voilà, comme je te disais, je suis d'origine camerounaise, mais je suis arrivée en France très tôt. Je suis arrivée en France, je pense que j'avais 3 ans. J'ai pas toujours eu l'opportunité de repartir au pays, et en grandissant, en ayant aussi conscience de la chance que j'avais d'avoir accès à une certaine éducation, d'avoir accès à certains jobs, etc. J'ai toujours eu envie de give back. J'ai toujours envie, encore une fois, parfois j'en parle avec d'autres afrodescendants, ça ne leur parle pas forcément, pardon, mais moi c'est quelque chose que je ressens vraiment dans mon estomac, et que j'ai envie d'appliquer. Donc à la fois j'ai cette vocation à faire grossir la marque, et à mettre cette étiquette Made in Africa sur le succès de cette marque-là. Et de l'autre côté aussi, il y a toute la partie entrepreneuriat social et solidaire, comme tu as pu le comprendre, qui me tient énormément à cœur. J'ai pu voir dans plus de 10 pays, des entrepreneurs sociaux qui, avec n'importe quel business model, que ça soit de la collecte de déchets
ou de la restauration sont capables de créer de l'impact. Donc, avec un business model inclusif où tu éduques les personnes, où tu donnes, tu contribues à leur apprentissage, à leur épanouissement personnel, etc. Tu peux créer de l'impact et en créant de l'impact sur place, tu peux créer un peu, tu sais, il y a cet effet boule de neige avec cette femme qui va gagner, je sais pas, en éducation, en salaire, etc., qui va en parler à son ami, qui va en parler à son ami, qui va faire, enfin, tu vois, c'est vraiment cet effet-là que j'ai envie d'avoir, cet impact-là que j'ai envie d'avoir. Et pourquoi l'Afrique, c'est juste parce que je suis africaine. Hein. Si j'avais été peut-être vietnamienne, peut-être que mon cœur se serait porté sur l'Asie. Mais c'est un petit peu tout ça qui me motive aujourd'hui à développer cette marque-là sur le continent. Et je veux aussi montrer que c'est possible que c'est possible de créer que ça soit donc du textile ou d'autres entreprises, des marques à succès et à forte valeur ajoutée. Donc c'est un peu ce challenge là que je me suis donné pour mon propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de mon continent. Très bien, bah écoute, c'est en tout cas très inspirant de t'écouter raconter ça parce qu'on sent que c'est vraiment comment dire ancré en toi en fait et que c'est pas une espèce de washing quoi, de se dire bon voilà, si on fait de l'éthique en ce moment, c'est plutôt à la mode, donc ça peut être des valeurs et des critères qui vont être repris par des médias et qui vont qui vont permettre de toucher une certaine audience. On sent que toi c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel et d'authentique et du coup ça fait plaisir d'entendre ça donc on ne peut que te souhaiter pleine réussite dans cette entreprise et tu as raison la personne qui doit le plus croire en son projet c'est toi, donc d'être prétentieux par rapport à collection versatile, c'est extrêmement important et l'idée c'est qu'il y ait des lecteurs et des auditeurs d'Africa Fashion Tour qui puissent soit découvrir la marque, soit qui la connaissent déjà, redécouvrir en fait ton profil et te donner encore plus de force. Donc la question qui me vient là, c'est donc du coup par quelles étapes tu veux passer pour aller vers cette comment dire production made in Africa, parce qu'aujourd'hui tu produis en Île-de-France. Ouais, c'est ça. Alors, donc oui, aujourd'hui, je produis exclusivement en Île-de-France. Mes fournisseurs sont dans le 93, un de mes chantiers d'insertion dans le 93 également, et ma coopérative d'artisans en plein cœur de Paris. J'ai commencé comme je vais souvent au Maroc. Je vais souvent au Maroc. Je sais qu'il y a pas mal d'ateliers là-bas. J'ai commencé à faire des visites parce que, juste par curiosité, voir comment ça fonctionnait. Et voir aussi, tu sais, ce modèle industrialisé sur le continent. Donc c'est pas forcément l'Afrique subsaharienne, mais c'est un premier pas aussi vers cette vision-là. Donc j'ai commencé à visiter des ateliers, à voir comment ça fonctionnait. Ensuite, moi, je sais que j'ai une tante qui est styliste au Cameroun. Je pars au Cameroun à partir du mois de mars et l'idée ça va être un peu de comparer, tu vois, de comparer, de voir ce qui est possible de faire, à quelle échelle, dans quel délai, etc. Parce qu'en soi rien n'est impossible, mais rien ne sera fait peut-être avec la même qualité, la même expertise et les mêmes délais. Et l'objectif ça va être de me focus sur les avantages, sur les expertises, sur sur les points forts tout simplement des pays des pays africains dans lesquels j'ai envie de produire pour pouvoir créer des collections ciblées. Par exemple, si je sais que la franciscanaise, donc c'est un ensemble qui se dézippe et qui est assez compliqué, si je sais que les Marocains seront mieux capables de le faire que les Camerounais, enfin mes ateliers marocains et mes ateliers camerounais, je les ferai faire par mes ateliers au Maroc. En revanche, le Magic Pant et mes espèces de boubons, on va dire, je sais que je les ferai forcément faire au Cameroun parce qu'il y a cette expertise-là et parce que je ne perdrai ni en qualité, ni en savoir-faire, ni en temps parce qu'ils savent faire, tu vois. Donc, en fait, j'ai envie comment dire, mon approche, je sais pas si ça se dit, mais elle est adaptative, entre guillemets, et elle est inversée dans la mesure où je vais partir de mes produits que je vais mettre face à des points forts. Le critère étant l'Afrique certes, mais j'ai pas envie comment dire, je trouve pas forcément mes mots, mais j'ai pas envie de confronter des ateliers à quelque chose qu'ils ne savent pas faire
juste parce que je veux faire produire en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de l'autre côté, même si ça c'est un engagement personnel et un engagement business également, parce que c'est ma vision, de l'autre côté, j'ai aussi des clientes. J'ai aussi des clientes qui sont pas forcément en Afrique et qui attendent de la qualité et qui attendent une histoire, mais qui attendent des vêtements durables. Donc mon objectif, c'est pas juste de produire en Afrique pour produire en Afrique. Il faut aussi qu'il y ait l'expertise, le savoir-faire et tout ça qui va derrière. Donc voilà un petit peu l'approche que j'ai envie d'avoir. Mais j'en suis au début. Donc j'ai déjà visité des ateliers au Maroc. J'ai déjà visité, et là je programme de visiter des ateliers au Sénégal et au Cameroun. Super. Donc en fait ta démarche elle est pragmatique en fait. Elle est très voilà c'est très maîtrisé, c'est très calculé, c'est très logique. L'approche que tu as c'est une approche de sourceur. Moi ça a été mon métier pendant plusieurs années donc c'est vraiment d'aller sur un territoire, de comprendre les savoir-faire d'un territoire donné et à partir de là, de construire ensemble la collection qui sera la meilleure collection parce que tu te bases sur le savoir-faire de l'usine où qu'elle soit en fait et c'est comme ça qu'on travaille le mieux et du coup c'est super intéressant de t'écouter parler de la manière dont tu construis cette collection parce qu'en fait tu dis j'ai pas commencé encore mais en fait si cette vision là d'avoir identifié quels sont les produits qui te paraissaient pertinents de faire dans quel endroit, c'est en fait le point de départ que beaucoup n'ont pas en fait et qui donc du coup vont se retrouver dans des situations où ils sont pas satisfaits du résultat, mais c'est parce que à un moment donné ils sont allés demander à un boucher de faire du pain et en fait ça marche pas. Je suis désolée, cette analogie n'est pas la meilleure, mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de et donc d'avoir fait tout ce travail-là, ça te permet de sécuriser la manière dont tu vas développer ces collections et du coup d'arriver à quelque chose qui va être bien fait. Donc c'est en fait plus tu prends ton temps à faire ta stratégie de sourcing, plus après le reste ça va être simple en fait. Parce que tu auras déjà éliminé tout un tas d'obstacles que tu risques d'avoir si tu arrives en disant voilà ma collection, j'ai trouvé un atelier, je vous donne tout et Inch'Allah ça va marcher. Ben non en fait c'est pas du tout ça donc bravo, on sent que tu as vraiment un comment dire que tu es très carré dans ta manière d'appréhender les choses et c'est ce qu'il faut dans la mode et parfois c'est vrai que comme on associe la mode à quelque chose de créatif, de très libre, de très inspiré, c'est difficile de se dire il faut faire des tableaux sur Excel, faire des comparatifs, faire des pour et des contre et être vraiment en mode chef de projet. Ce qui peut manquer à certaines marques, à certains entrepreneurs, c'est un côté que toi t'as, un côté chef de projet en fait. Complètement. Non, non, c'est très vrai ce que tu dis. J'ai pu être, tu vois, en participant à des concours, etc., à rencontrer des créateurs, qui ont leur marque, mais qui ne parviennent pas justement à créer un business model autour parce que du coup, ils sont très, très dans la création. Ils sont très, très, voilà, dans le modélisme, le stylisme, etc. Mais pour, gérer une vision ou mener un projet de A à Z ou peut-être changer d'atelier, etc., ou optimiser les coûts, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas forcément ces compétences-là, tu vois. Et c'est là où, au début, quand j'ai commencé à me lancer dans le prêt-à-porter, je me sentais pas forcément légitime parce que je me disais, à mes débuts, je faisais pas la différence entre du tencel et de la viscose, alors qu'aujourd'hui, je suis capable de le faire. Mais c'est aussi avec le temps. Et en fait, je réalise aussi que c'est cette minutie que j'ai dans la gestion de mes projets informatiques, digitaux, etc., que j'arrive à mettre à profit dans mon business de prêt-à-porter et je réalise que c'est un avantage. Ah, clairement. Clairement, parce que pour le coup, la force de beaucoup de boîtes, c'est d'avoir de beaucoup de marques, en fait, c'est d'avoir un binôme souvent à la tête, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui arrive à avoir un peu les deux cerveaux, le côté très créatif d'un côté et le côté très pragmatique. Et les marques qui fonctionnent bien, elles ont un côté rationnel que parfois on a du mal à visualiser quand on connaît pas, mais c'est vraiment très très fort. Et même les marques qui ont l'air les plus créatives, il y a des éléments de stratégie qui sont très très pragmatiques, très premier degré, qui font que sur lesquels on s'appuie pour en faire une réussite. Donc
On a parlé de ton côté chef de projet dans l'informatique. On a parlé de collection versatile avec je dirais plus en cours de concrétisation. J'ai pas envie de dire projet parce que là, je pense que c'est déjà amorcé le fait de créer une collection Made in Africa. Tu as une association aussi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton engagement associatif et de tes ambitions par rapport à cette association. Ok, très bien. Du coup, OGEDA, c'est l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable en Afrique. C'est une asso que j'ai commencé, enfin, l'idée m'est venue pareil pendant le Covid, parce que du coup, je suivais les conférences en ligne d'un entrepreneur camerounais qui s'appelle Thierry Téné et qui a développé un cabinet de RSE, donc RSE, responsabilité sociale des entreprises, à Yaoundé. Et en fait, j'ai remarqué que au fur et à mesure de des différentes conférences, les thématiques très inspirantes étaient abordées, mais seulement par des docteurs en je sais pas quoi, des monsieur machin. Enfin, c'était vraiment des personnes qui avaient déjà roulé leur boss entre guillemets. Et en fait, je réalisais que les jeunes pouvaient aussi apporter, on va dire, leur valeur à la conversation, mais n'osaient pas forcément prendre la parole pour des raisons culturelles et peut-être aussi de manque de confiance en eux. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, que je me suis rapprochée de Thierry Téné, que je lui ai dit, est-ce que ce serait pas intéressant de créer une antenne plus jeune, donc où on ferait des tables rondes sur les mêmes thématiques, dont des thématiques aussi sérieuses, mais où on donnerait la parole aux jeunes. Et donc il m'a dit, ben let's go. Et c'est comme ça que Ojeda est né. Et donc la mission d'Ojeda aujourd'hui, c'est à la fois de sensibiliser les afrodescendants aux thématiques de développement durable et de SS, donc économie sociale et solidaire, et de l'autre côté d'accompagner les jeunes afrodescendants qui sont dans la diaspora ou qui sont sur le continent dans le développement de projets à impact. Et encore une fois, lorsque je parle de projets à impact, ça va être des projets qui sont directement liés aux 17 ODD, donc aux 17 objectifs de développement durable mis en place par l'ONU. Et puis que te dire de plus? Voilà, on organisait plusieurs conférences, peut-être une fois tous les 2-3 mois. On a fait également des événements en présentiel où soit on fait intervenir des personnes sur différentes thématiques, donc ça va être des incubateurs, des responsables d'incubateurs au Sénégal. On a eu quoi? On a eu aussi des membres de Repat Africa par exemple. On a eu des porteurs de projets, des entrepreneurs sociaux qui ont des projets à impact social et solidaire un peu partout en Afrique. Et donc c'est comme ça qu'on essaye de sensibiliser et de surfer également sur cette vague de ces jeunes de la diaspora qui ont qui souhaitent renouer avec leur pays d'origine ou le continent africain, qui ont aujourd'hui pu avoir une certaine développer des expertises de par leur éducation, leur métier, etc., et qui souhaiteraient le mettre à profit de projets à impact en Afrique. Donc nous on essaie vraiment du coup d'être ce pont-là pour pouvoir leur faciliter entre guillemets le développement de projets en mettant en avant notre réseau, notre expertise et aussi nos différentes méthodes, parce que développer un projet entrepreneurial en France, c'est pas du tout la même chose que développer un projet entrepreneurial en Afrique. Il y a des aspects culturel, de timing. Enfin, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et nous, en fait, c'est ça. On crée en fait cet espace, on crée cet espace de parole où chaque entrepreneur va venir, donner sa problématique, et où les autres pourront aussi leur donner leur vision, leur expérience, pour que ensemble on puisse contribuer justement au développement d'une Afrique durable, prospère et impactante, quoi. Écoute, je suis ravie que tu aies pris le temps de nous partager les ambitions de cette association et ton engagement, parce que du coup ça permet de faire la boucle et de voir les liens en fait entre tes différentes activités. Et du coup quelque part ce que tu fais avec l'association, c'est ce que tu es en train de faire toi finalement avec Collection Versatile, avec cette volonté d'aller créer une collection Made in Africa. Du coup c'est vraiment intéressant de voir
avoir la logique et la cohérence pour. C'est intéressant de montrer ces exemples-là aussi pour montrer que voilà que on peut avoir finalement une association, une marque et finalement il peut y avoir des effets de synergie entre les deux en fait. Il y a une question qui me vient là, c'est donc tu évoques collection versatile en disant voilà moi j'ai envie de faire du Made in Africa. Est-ce que tu as envie aussi que ta collection elle soit vendue en Afrique en fait, d'avoir des clients qui seraient sur le continent? Ouais, bien sûr. Je suis clairement pas fermée à l'idée, au contraire. Lorsque j'étais en voyage au Kenya en septembre dernier, comme d'hab, dans mon sac à dos, il y a plein de vêtements de ma marque. Et donc avec mon amie, on faisait des démonstrations, etc. Et il y a plein de femmes, des femmes kenyanes qui étaient à fond dans le projet, qui disaient mais nous on veut ça aussi quoi. Donc c'était aussi ma manière de sonder un petit peu. Et puis même quand je pars en sac à dos, bon ça je l'ai surtout fait pour le Maroc et le Cameroun, mais je perds pas une opportunité de montrer un peu les modèles et sonder le marché. Après je sais que les besoins sont pas forcément les mêmes, mais tu vois typiquement créer un boubou réversible 2 en 1, c'est clairement à la fois culturellement, économiquement et tout ce que tu veux, ça s'adapte au marché. Donc moi je suis clairement pas contre, mais je pense qu'il va falloir j'aurais une réflexion supplémentaire à avoir si je veux créer des capsules qui soient à la fois faites par les Africains pour les Africains. Les besoins sont pas les mêmes. Complètement. Mais c'est ça l'approche, c'est effectivement d'identifier quels sont les besoins pour pouvoir proposer un produit qui soit vraiment cohérent et pertinent pour la marque. Du coup, toi, si tu peux, comment dire, c'est quoi la vision Solange dans 5 ans en fait tu t'imagines où, faisant quoi Waouh. Du coup, nous sommes en 2024, dans 5 ans, ok. Alors dans 5 ans, comme je le disais tout à l'heure, Collection Versatile, c'est vraiment la référence c'est le vestiaire des voyageurs. Donc ça veut dire que demain, tu vas organiser un road trip, que ça soit de 2 semaines ou d'1 an autour du monde ou dans un pays spécifique, tu passes par la plateforme Collection Versatile. D'autant plus que j'ai aussi envie d'ajouter cet aspect marketplace où par exemple tu peux avoir c'est tous les gadgets et comment dire indispensables du voyage. Donc ça part des sacs multipoches à la prise internationale à l'organisateur. Bref, tu vois, ce que j'ai vraiment envie de centraliser tout ça là-bas, de créer une véritable expérience. Voilà, collection versatile, marketplace numéro 1 pour organiser son sac à dos avant de partir en voyage. Made in Africa. Donc je suis parvenue à trouver mes ateliers sur le continent. Ça fonctionne bien, la qualité est là, l'impact est là. La fondation également a été créée. Parce que du coup j'ai pour vocation également de créer Versatile Foundation, donc qui aura à la fois pour vocation j'ai le mot offset en tête, de compenser l'empreinte carbone des activités de collection versatile, donc pas que par de la plantation d'arbres, mais par d'autres projets. Je sais par exemple, j'ouvre une parenthèse, que j'étais impliquée chez Empower Niamey. Donc, je sais pas si tu connais Empower, une association qui accompagne les femmes dans différents pays. Et en fait, c'était ma première manière de prototyper cet impact social et solidaire que j'ai envie d'avoir sur les femmes. Et donc, du coup, je donnais de mon temps. Donc, je donnais quelques ateliers, conférences aux entrepreneurs du Niger. Et l'objectif avec la fondation de Collection Versatile, ça serait de créer des programmes justement pour soutenir ces femmes-là. Donc là aujourd'hui, voilà, c'est une vision qui est globale, mais la vocation de cette fondation, ça sera à la fois de compenser l'impact carbone des activités de collection versatile, parce que qui dit voilà le fait d'avoir aussi ces ateliers en Afrique et la majorité, en tout cas pour l'instant, de mes clientes en Europe, ça veut dire qu'il va y avoir de la livraison. S'il y a de la livraison, il y a forcément de l'impact carbone. Donc comment est-ce qu'on fait pour offsetter ça? Et de l'autre côté, vraiment, donc je vais pas forcément aller jusqu'à créer des écoles ou quoi que ce soit, encore que ça serait un rêve, mais voilà, peut-être financer des projets de microfinance, parce que je sais que la microfinance, ça fonctionne très très bien en Afrique centrale, de l'Ouest notamment. Peut-être aussi proposer des programmes
ou s'allier à des programmes, notamment au programme de Empower que je connais pas mal et qui fonctionne bien. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et je pense que, et moi personnellement, je dirais que je sais pas si je vis en France ou en Afrique. Je sais pas encore. Peut-être que j'ai un pied sur les deux régions. Je sais pas encore. Ça c'est à voir. Mais voilà un peu au niveau de la vision ce que je peux te dire tout de suite. Et oui, peut-être aussi des espaces, des points de vente à l'international. Donc là aujourd'hui, je vends. Mes clients sont surtout en France, en Europe, en France, en Belgique et en Suisse. Et l'idée, c'est d'avoir des clients, plus de clientes en Europe et éventuellement aux États-Unis et bien entendu en Afrique également. Bah super, merci d'avoir partagé ça. J'aime bien comme tu as hésité au début quand je t'ai posé la question et après tu nous as déroulé un plan. Donc j'aime bien les gens qui disent oh je sais pas trop et puis après en fait bim bam boum je sais parfaitement où j'ai envie d'être et en fait d'avoir une vision claire c'est ce qui te permet de d'y arriver donc c'est tout ce que je te souhaite. Bah écoute, moi j'ai été ravie de cet échange. J'ai appris énormément sur ton parcours, sur ta vision, et du coup, je suis très confiante dans dans le fait que toutes tes ambitions vont se réaliser parce qu'on sent qu'il y a un engagement fort et puis il y a aussi une expérience, une expertise et que c'est les deux qui font que les projets avancent bien. Donc après, ce que je te souhaite aussi, c'est de trouver, je pense, des partenaires, une équipe qui te permettent de réaliser cette vision, parce que c'est ça aussi qui, plus tu vas avoir envie d'aller loin, plus il va te falloir en fait des soutiens qui vont te permettre d'aller plus loin. Donc je pense que la vision elle est là, elle est claire. C'est là des histoires du bon associé, des fonds qui peut te permettre d'aller plus loin. En tout cas, voilà, longue vie à Solange et tous ses projets. Je vais pas dire que Collection Versatile parce que il y a Collection Versatile, il y a l'association. Et est-ce que, la question qui me vient, c'est que quand tu avances dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu dis peut-être Collection Versatile et ton association et tes engagements et la fondation vont prendre tellement de place que peut-être le job de chef de projet dans l'informatique, tu vas le laisser, ou ça reste quand même, dans l'avenir, ça reste quand même un équilibre tu penses dont tu auras toujours besoin? Non, je pense que, en tout cas, je bosserai plus pour une autre entreprise. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je suis consultante. Je sais que je le fais aussi pour l'équilibre financier. Hein, je vais pas te mentir. Donc j'ai de la chance d'être aussi passionnée par ça parce que à la fin de mon master justement, j'avais écrit un essai entre guillemets sur les smart villages parce que j'ai toujours été passionnée par les smart cities. Donc en gros rapidement c'est le concept qui veut mettre les données et la technologie au service des citoyens et des villes. Et donc moi je voulais mettre en place des smart cities et des smart villages en Afrique. Donc ça encore c'est lié avec Ojeda, etc. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle je veux au Cameroun à partir de mars. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question de je suis passionnée par l'informatique, j'ai un job aujourd'hui qui me permet d'avoir un bon équilibre et de jongler entre toutes mes activités. Mais demain, comme l'informatique c'est un truc que j'adore, je pense que j'en ferai toujours. Donc, mais pour mes propres projets. Donc, dans 5 ans, peut-être que Collection Versatile sera assez développée pour que je puisse justement me mettre sur ce projet de Smart Village en Afrique. Et pour manager ce type de projet, il me faudra mes compétences de gestion de projet, de chef de projet ISIT, tu vois. Donc je pense que je ne serai plus en CDI, ça c'est certain. Peut-être que je ferai quelques missions en freelance par-ci par-là, mais je pense que ça sera pour des boîtes qui sont basées en Afrique premièrement parce que c'est lié à mon projet pro, ou alors pour ma boîte de Smart Village, Smart City sur le continent. Très bien. Ok. Bah, merci beaucoup. Tu as une vision très claire. C'est super intéressant d'avoir partagé tout ça avec moi et avec les auditeurs et lectrices d'Africa Fashion Tour, le journal de la mode africaine. Bah, écoute, j'étais ravie de cet échange. Je te remercie d'avoir partagé tout ça. Yes. Et je te dis à très Ouais, c'est bientôt, très en Afrique ou ailleurs. Yes, merci beaucoup Ramata, merci pour l'opportunité. C'était vraiment cool d'échanger sur tout ça. Et puis voilà, comme tu dis, à très très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple, partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.